Folichon. Est-ce que tu peux me définir folichon? Je dis que c'était pas folichon. Je sais pas ce que ça veut dire, c'était pas extraordinaire. Alors pour mettre du contexte, avant d'enregistrer, on s'est envoyé quelques messages et la conclusion c'est qu'il n'y avait rien de folichon à notre petit main event du soir entre Rafael dos Anjos et Vicente Luque. On va tout de même en parler. Et on va peut-être en profiter pour parler un peu des autres combats qu'on a vus de la carte, parce que tu me parlais de Roundtree, ça peut être intéressant de faire un petit détour par chez lui. On va quand Mm. même commencer par le main event. Alors moi je t'ai envoyé une petite image avant de commencer le podcast parce que ça m'a simplement surpris. La, le résultat qui a été le plus donné par les fans à ce combat, c'est une victoire de Rafael dos Anjos 48-47. Il y a également des médias qui voyaient Rafael dos Anjos s'imposer 48-47 dans ce combat. Et toi, comme moi, on était plutôt d'accord sur ce que les juges ont donné. Et d'ailleurs, ça Mm. reflète plutôt bien le combat 48-47 à l'avantage de Luque, voire un 49-46. Je pense que c'était un combat qui était relativement compétitif, mais qui allait quand même à l'avantage de Vicente Luque. Euh, Est-ce que tu as l'impression d'avoir regardé un sparring? Un peu, ouais. Je Ouais, hein. t'avoue que, euh, je t'avoue qu'en regardant le combat, je me suis dit que, ouais, non, comme mon expression, c'était pas folichon, mais clairement, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas réellement de préparation, que genre tu te fais mettre au sol et donc tu te dis ah mince, allez, il faut que je me relève, des trucs comme ça. Donc oui, ça pouvait avoir une intensité de sparring entre guillemets. Après, je pense que Luque avait ses raisons et Mhm. euh, et puis je pense que le 5 rounds, en fait, les deux avaient leur raison de vouloir conserver suffisamment d'énergie. Ouais, bah, du côté de Luque, c'est vrai que j'en avais pas parlé dans la preview que j'ai faite avec Aldric, mais il avait eu des sérieux problèmes après son dernier combat, Mhm, hémorragie cérébrale, donc c'était un peu inquiétant. mhm, Ce qui peut justifier, et pour moi c'est bénéfique pour la suite de sa carrière, hein, ceci dit, ce qui peut justifier pourquoi il part pas spécialement à la guerre, et mhm. qu'il était plus dans la restreinte et dans la gestion. Et on a quand même vu des belles choses chez lui, notamment je trouve un bon jab, une bonne gestion avec son jab en garde ouverte. Et du côté de Rafael dos Anjos, je vais y arriver, il faut que je m'habitue. Euh, je sais pas quelle est la raison, parce qu'on l'a déjà vu dans des combats plus intenses sur 5 rounds. Mais comme j'avais dit en preview, il est vraiment à l'intermédiaire entre lightweight et welterweight. Et là, clairement, dans ce combat, je pense moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que physiquement, c'est pas un welterweight et que euh, c'est une des raisons pour laquelle il s'est fait plutôt dominer, ou en tout cas, il n'a pas su s'imposer dans le département du grappling, c'est parce qu'il était trop léger. Et j'ai l'impression qu'il a plus la motivation ou même plus la capacité à faire des bons cuts en lightweight. Donc, c'est une situation qui est compliquée euh, pour lui. Ouais, ouais, parce que tu parlais du cutting plus on avance dans la carrière et moins bah des fois le cutting semble plus difficile, Mhm. mais je pense qu'il y a aussi une question de motivation. Ouais. Quand t'as fait beaucoup de cutting, te dire oh là là, je suis reparti pour un régime de 2 mois peut-être avec beaucoup de calories en moins, plus encore perdre entre 7 et 9 kilos de flotte sur la dernière semaine, ça demande beaucoup de motivation, tu vois. Mhm. Et puis t'as la maturité aussi musculaire qui arrive et souvent bah, plus tu avances dans ta carrière, plus tu prends du muscle, hein. Y a pas de... Ouais, parce que après, Donc pour prendre un contre-exemple, c'est toi, hein. Plus tu avances dans ta carrière, plus tu gères mieux, enfin mieux tu gères tes cuts et plus ils paraissent faciles. Tu me disais la fois passée. ouais, plus ils paraissent faciles, mais plus je suis lourd aussi. Putain, quand j'y repense, c'est dingue. Il y avait des cuts à 4 kilos qui me paraissaient un enfer, et maintenant je suis plus proche des 8 qu'autre chose, tu vois. Et Mhm. qui me paraissent vraiment très très sains. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être un manque de motivation, mais au-delà du cutting, moi ce qui m'interroge sur Dos Anjos, c'est techniquement, euh, j'ai rien vu de bien
bien préparé, tu vois. Mmh. Et donc c'est pour ça que je pense que on avait l'impression de voir un peu un sparring. Ouais. Euh, Ils étaient là en train de bosser et puis voilà, et puis on y va et on voit un petit peu ce qui se passe et j'avais pas l'impression qu'il y avait réellement de direction dans ce qu'ils faisaient. Alors Mmh. bien évidemment, Dos Anjos, il, euh, il faisait un peu son jeu, hein, clairement, mais techniquement, ça paraissait plus de l'improvisation. Enfin de l'improvisation, je sais pas négativement, mais il n'y avait pas de réelle direction. Tiens, il a l'habitude de faire ça, je vais aller chercher ça ou ce genre de choses, quoi. Mmh. I En fait, moi, c'est plus sur le côté, ajustement que j'ai eu des problèmes. Mm. Je vais pas te mentir, sur la première minute de combat, je me suis dit: «Ah cool, RDA vient avec un peu, l'approche qu'il a eue contre, Anthony Pettis, qui me semblait être une bonne approche par rapport à Luque», tu vois? À venir mettre la pression, à bosser son jeu en gaucher, à varier, avec la lutte, pour, Ouais, 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 tout à changer fait. la dynamique. Et vraiment la 1re minute du combat, ici contre Luque, me donnait l'impression qu'il venait avec, un peu la même, approche stratégique que contre Anthony Pettis, qui était pour moi sa plus belle performance de toute sa carrière. Mm, mm, mm. Heu, mais encore une fois, tu vois, ce côté, il a pas réussi à imposer sa lutte et il a continué pendant tout le combat à essayer de l'imposer alors que, ça jouait contre lui dans des rounds compétitifs et serrés pour lesquels, un petit détail pouvait changer la donne de la décision. Ça m'a un peu déçu Mm. par rapport à voilà, c'est quelqu'un d'expérience quand même, donc je m'attendais à ce qu'il y ait des ajustements un peu plus, intellectuels, un peu mieux réfléchis qui soient faits sur la durée du combat. Et de l'autre côté, Luque, j'ai pas spécialement de critiques à lui faire parce que voilà, il faut prendre en considération tout le contexte autour du combat. Donc, je pense qu'il a vraiment abordé en se disant, bon, bah, si j'ai une route vers la victoire qui m'amène à ne pas trop encaisser de frappes, Ouais. je vais la prendre. Et voilà, quand RDA a engagé en lutte, il retournait la situation, il allait Mm. gagner l'échange dans sa globalité. Debout, il touchait un tout petit peu plus et quand il touchait un tout petit peu plus fort. Donc pour moi, voilà, c'est pour ça que la décision est logique. J'ai bien aimé son travail avec son jab. Il défendait bien les middle de Rafael dos Anjos. Avec son Euh, cross aussi, hein, il a un très bon cross, hein. il a un très bon cross par défaut. J'ai envie de dire par défaut en fait. Luque, moi je le vois comme quelqu'un qui a une très bonne mécanique entre son cross et son crochet avant. Et son jab, je Mm. l'avais déjà vu fonctionnel, mais ici dans un combat en garde ouverte, alors qu'il a eu historiquement, je pense que Luque, il a des problèmes avec les gauchers. Il a pas un bon palmarès contre les gauchers. Il faudrait que j'aille voir, mais je pense que là, c'est une des rares victoires qu'il a face à un gaucher ou un gars qui switch. Mm. Euh, et alors, ouais, je t'avais dit par message, moi, il y a un truc que j'ai retenu de ce combat, c'était le short drag que Vicente Luque a fait 2 fois quand il était en headlock. Je sais pas si c'est le même. Les techniques ont toujours plusieurs euh, terminologies. Je crois que certaines personnes l'appellent le sucker drag. C'est quand tu es pris en headlock et que tu sors la tête en tirant le coude. Une technique que j'avais vue dans un DVD à Ben Askren. Voilà, j'ai bien Mm. aimé parce qu'il l'a placé 2 ou 3 fois sur Rafael dos Anjos. J'ai trouvé ça intéressant. Et c'est un classique pour défendre le headlock. Donc, Mm. je crois d'ailleurs qu'une des 2 fois, il prend le dos juste après. Donc, c'est intéressant. Je sais pas trop la décrire sans avoir le visuel, mais pour ceux Non, qui verraient le combat après. Non, non, mais toi, je sais que tu sais, mais c'est je vois, je vois. pour les Mm. 13 personnes qui vont écouter ce podcast. Voilà, moi j'ai retenu ça, j'ai trouvé ça sympa à voir. C'était les plus beaux moments en scramble que j'ai pu retenir de ce combat. Mais sinon, voilà, c'est un truc qui va pas trop changer la dynamique du classement chez les welterweight. Ça relève quand même des questions par rapport à Rafael dos Anjos, hein. Là, clairement, euh, c'est pas un futur champion. Le meilleur de sa carrière est derrière lui. C'est pas qu'il a un énorme déclin, mais il va faire quoi? Il va continuer à prendre des fights pour prendre des fights. C'est un peu, ouais. Bah, moi je pense, enfin voilà, c'est un profil qui va être assez régulier et donc je pense que ça va qui va se placer en tant que gatekeeper, tu vois. Mhm. Et je pense que l'UFC a besoin de gatekeeper, c'est-à-dire un profil qui est solide, mais si t'as des intentions de ceinture, si t'as des intentions de monter dans le classement, t'es obligé d'arriver avec un game plan adapté, tu vois. Et Ouais. donc, ça pourrait être ce type de profil. Par exemple, tu vas avoir un combattant type qui a des petits défauts de lutte, par exemple. Mhm. Eh bien, tu le mets, mais qui veut monter dans le classement, tu le mets contre lui.
s'il n'a pas une stratégie qui est adaptée, s'il n'a pas travaillé à la salle ou quoi que ce soit, il passera pas et donc il restera en bas. Et s'il le fait, il passera. Et Ouais, c'est un gars. je pense que bah, de toute façon, hein, comme vous le disiez dans le podcast avec Aldric, la carrière MMA, elle est différente pour chacun. Il y en a, c'est leur taf, quoi. Ouais, Comme tu sais, quand tu touches 150, 200 000 par combat, c'est pas genre ah, je vais plus devenir champion, j'arrête, c'est fini. Hein. T'as des carrières, t'as des rêves, des mhm, objectifs. Lui, il a déjà atteint, et puis t'as un taf, quoi. c'est ça. Et lui, c'est son taf. On lui demande de se préparer, de venir combattre. Il prend pas trop de dommages. Et Mais c'est pour, ouais, et c'est oui, pour ça qu'il passe peut-être en welter, parce que maintenant qu'il voit ça comme un taf, ouais, je pense. tu vois, allez, comment j'ai exprimé ça? Euh, si tu as un moyen de faire ton travail plus facilement pour la même prime, Mhm. tu vas le faire. Et c'est pas insultant. Voilà, c'est qui disait ça? C'est pas Bill Gates qui disait, moi j'aime bien recruter des paresseux parce qu'ils vont me trouver une façon facile de réaliser des tâches difficiles. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? et puis c'est pas tant de penser que, enfin, je pense pas que, enfin, je sais pas si on peut dire qu'il est paresseux ou quoi que ce soit. Non, 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 ah C'est non, juste pas du tout. Ouais, c'est une très mauvaise interprétation. non, C'est non. juste que entre welter et lightweight, c'est plus facile pour lui de combattre à welter sur le plan, euh, Ouais. dans le cadre du weight cutting, et donc il choisit potentiellement cette voie-là en se disant bah, que je combatte dans l'un ou dans l'autre, je vais avoir la même prime. Mhm. Donc, quitte à, euh, quitte à choisir, je vais prendre celui pour lequel je me draine le moins pendant la Ouais, déshydratation, enfin, quoi. je pense qu'il avait déjà fait, quand il a fait ce changement, il était toujours dans une optique de monter dans le classement, tu vois. Ouais. Non, je pense que c'est ce que vous disiez aussi, il a un peu le cul entre deux catégories, Mhm. et là, il arrive à la limite où il se dit, je vais passer dans l'autre. Après, on a eu des très bons changements de catégorie, hein, Ouais. donc peut-être que lui, c'est sa taille qui pose problème, tu vois, il est un petit peu trop petit pour sa caté. En fait, pour lui, en fait, parce que c'est pas impossible qu'il cherche à prendre bientôt sa retraite. Et dans ce cas-là, j'ai une bonne idée. Dans ce cas-là, je pense une très très bonne idée pour respecter sa carrière. Hmm. Ce serait de le faire combattre contre Jim Miller à l'UFC 300. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que Jim Miller a combattu à l'UFC 100, Jim Miller a combattu à l'UFC 200, et donc ce Ouais. serait beau que Jim Miller soit à l'UFC 300. Et je pense que l'UFC a ça en tête et lui cherche un adversaire. Et ce serait Hmm. pas mal d'avoir ce combat vétéran contre vétéran, deux vétérans qui se sont jamais affrontés en plus. Hmm. Jim Miller, sa fin de carrière, elle n'est pas du tout déplorable pour autant. Ce sera un beau combat sur papier. Et voilà, si les deux venaient à dire à l'UFC un peu dans l'ombre, bah, j'aimerais faire mon dernier combat, je trouve que ce serait un chouette combat à faire pour l'UFC 300. Ouais, mais que ce soit le dernier ou pas le dernier, je sais que toi, t'as toujours envie de mettre les gens à la retraite, mais, Mais c'est pour ça que j'ai mis la euh, condition. J'ai mis un petit si. non, ça serait un chouette combat, ouais, clairement. Par contre, je serais bien revenu un peu sur la décision, Vas-y, parce vas-y, que, vas-y. effectivement, il y a pas mal de monde qui ont pu voir Dos Anjos l'emporter à la décision. Je pense qu'ils avaient sur leur scorecard le 1-3-5. Au final, c'est vrai que moi, je t'avoue, quand j'ai vu le combat, j'étais sur un 48-47. Donc, j'avais looké le 1-2-4 et 5, si Mhm. je dis pas de bêtises. 1-2-4-5. Le 5, Attends, parce que si t'as 1, 2, 4, 5, c'est 49, 46 que tu as. je t'ai dit quoi, moi? 48-47. Non. Ouais. Euh... Attends, je 2, sais 4, plus. 5 peut-être. Ou 1, 2, 4. Pour moi, c'est. Ouais, le 2 et 4 Euh, sont les plus clairs. 2 et 4, c'est d'office pour non. looker. Tu sais pas Ouais, le 2 et 4, contre-argumenter. c'est sûr. Et Ouais. alors, c'est le 1 et 5, pour moi, qui peuvent prêter enfin voilà, à Hésitation. interprétation. Mhm. Donc, le premier round, on sait que le premier round, sur un 5 rounds, c'est toujours le plus, pas difficile à scorer, mais c'est souvent très serré. On l'a Mhm. vu à l'époque avec Sterling, Peter Yan. D'ailleurs, je me demande sur le dernier Sterling, c'était un peu la même chose. Certains le voyaient pour Yann, d'autres le voyaient pour Yann O'Malley Sterling. aussi. Et si tu regardes sur les juges, deux le voient pour Luque et un pour Dos Anjos, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais plus, moi, je sais plus pour qui je le voyais, mais je pouvais le voir pour l'un ou pour l'autre, tu vois. Moi, je vais te dire
mon opinion sur ce premier round. Je le Toi, donnais légèrement à RDA. Et puis la petite action de fin avec Luque qui finit en top control et qui envoie 4 frappes. Il y a le Mm, schéma offensif mm, mm. derrière l'action lutte. Et ça me fait pencher ma balance légèrement à l'avantage de Luque. Parce que pour moi, c'était vraiment très serré. Léger avantage RDA. Et ça s'est retourné sur cette petite action au sol. Donc en tout cas au niveau des juges, tu avais je pense une majorité qui a vu Luque. Sur Mhm. le cinquième round, par contre, ben, la dernière minute, tu vois, elle pourra avoir exactement la même chose qui s'est passé au premier, Mhm. où RDA revient fort, c'est lui qui finit au-dessus. Les 20 dernières secondes, on a Luque qui tire quasiment la garde pour Ouais. laisser passer le round, tu vois. Et il aurait pu voler ce round-là aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, je me suis justement fait la réflexion quand je vois Luque. J'ai l'impression que Luque, il essaye de pas spécialement tirer la garde, mais il se dit ah, il reste 15 secondes, je vais essayer d'attaquer les jambes. Et en fait, il se foire complètement et tu as l'impression qu'il tire la garde. Et, Je, et je pense qu'il était mort, moi, hein. Je pense ouais, qu'il était cuit. qu'il était Ah ouais, cuit. ouais. Ok. Je Bah, pense dans ce qu'il cas, a, je pense qu'on voyait déjà les 10-15 secondes avant qu'il finisse sur le dos, qu'il était sur le reculoir. Et je pense hmm. qu'il a préféré s'assurer la victoire à la décision, ce qui était très intelligent de sa part. Mais voilà, en tout cas, sur ces deux rounds-là, on pourrait imaginer, avec un certain angle de vue, que certains l'aient vu pour l'un et pour l'autre. Ouais. Sur les décisions partagées, moi, il y avait un truc que j'aimais bien, que j'avais vu sur quelqu'un qui disait ça, qui disait sur son scoring, il parlait toujours de from my seat. Il disait de mon point de vue, d'où Mhm. je suis. Ouais. Je vois tant, tant, tant. Et ça, j'essaie de le garder toujours en tête sur les scorecards et de ne pas voir les scorecards individuellement. Ah, lui, il a foiré, il a scoré le premier round à RDA alors que c'était clairement l'avantage de ci, de ça. Pour moi, Hmm. je le vois comme une addition et c'est ça en fait à la fin. On est sur Hmm. enfin non, on devrait être sur une addition de tout Ouais, en ouais, c'est fait. ça. Des trois Euh, juges. Et et donc, comme t'en as déjà parlé hein, quand t'expliquais mais comme t'as 3 points de vue, eh bien, au final, eux, ils additionnent, ça fait, et sur un premier round, ils vont dire, c'est lui qui a l'avantage, il a 20, et l'autre, c'est lui qui a pris, il a, tu vois ouais, ce que je veux dire? en gros, Et donc, on est à 29. ouais, c'est ça. Par round, t'as des scores Mm. à une addition à ouais, presque Et, et 60, nous, et nous, on est à le 57. quatrième point de vue. Nous, on est le Hmm. quatrième point de vue depuis nos écrans. Et donc, c'est pour ça que des fois que Hmm. c'est un peu plus compliqué. Et on l'a eu il y a pas longtemps. On regardait un combat. Je regardais un combat avec sur l'écran alors qu'on l'avait vu en live. Mhm. Et on s'est dit, putain, on n'avait pas du tout scoré comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, C'est non, complètement dingue. c'est très La juste ça. différence. C'est- Et donc là, moi clairement, j'avais looké. Je voyais soit un 48-47, soit un 49-46, comme je te l'ai dit. Les deux pour moi avaient du sens. Après, avec le recul, je peux entendre que certains aient donné le premier et le cinquième Mhm. à Dos Anjos et Dos Anjos. Et Et ça, que ça c'est à donne cause de toi. 48-47 pour RDA, quoi. Voilà, voilà. Je peux Ouais. l'entendre. Mais dans tous les cas, je pense que la décision, eh bien, c'est l'ensemble des points de vue qui doit Hmm. primer. J'ai- Et donc, on a cette victoire-là. J'aime bien, Mm, j'avais jamais pensé à ça, mais j'aime bien voir round par round donner, tu vois, si les trois juges sont unanimes sur le round, tu donnes un 30-27 sur le premier round en soi, et tu dis, ok, bah, c'était plutôt clair à l'avantage de un tel, alors que si tu es à mm, 29-28, tu commences déjà à définir, bon, ben, c'était très serré parce que selon l'angle de vue, on peut interpréter que l'un l'a pris ou l'autre l'a pris. mm, mm, mm. Et j'aime bien pouvoir discuter comme ça. Ça va être quelque chose qu'on va garder dans le podcast les prochaines fois qu'on Et, discute des décisions. et je pense que ça doit être comme ça plutôt que. Après, voilà, hein, nous, on est toujours à ces disputés où on va critiquer un juge, ah, il est complètement éclaté, celui-là, etc. Mais on a déjà eu un combat comme ça où nous, on voyait un round clairement à notre avantage parce qu'on était du côté rouge ou bleu, j'en sais rien. Et les juges sont ailleurs et ne voient pas ni les grimaces, ni le visage, ni la puissance de frappe, ni l'intention, etc.
et ça déforme tout en fait. Ça Mmh. déforme la réalité en fonction de. Enfin voilà, on va pas remettre des petits dessins de 6 et de 9, tu vois, en fonction d'où tu es, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Enfin voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse. Ah, Mais elle est très Mm, mm, mm. intéressante. Et puis ouais, ça prouve encore une fois, parce que ça on doit le dire aussi, c'est l la difficulté pour un coach de coacher et en même temps sur des combats serrés comme ça, aller donner ses instructions à son athlète et dire: «Ouais, on l'a». Parce que Ouais, en fait, quand le coach dit: «On l'a», ça veut dire qu'il décide que selon lui, les 3 juges doivent être mis d'accord par rapport à ce qui s'est passé dans la cage, alors qu'ils ont eu enfin que lui a un quatrième angle ouais, tout à sans être fait, concentré uniquement sur le scoring. Et donc et en plus c'est très compliqué parce qu'en tant que coach, bah, automatiquement tu es biaisé, tu es tout à fait. émotionnellement investi et tu as envie de faire grandir ce que ton gars a fait et minimiser ce que l'adversaire a fait, de par le fait que quand ton gars touche, tu vas faire ouais, et quand l'autre touche, tu réfléchis plus à une instruction que tu peux donner. Donc c'est Ouais, ouais. et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. On l'avait vu avec des combattants, on te rappelle, c'était les Diaz, non? Où où son frère lui avait dit qu'il avait ses runes, etc. Et puis il avait relâché le pied sur un combat. C'était contre Hmm. celui qui boxait en reculant, mince. Ça va me revenir. À Diaz? Ouais, je sais Ouais, plus. contre Mhm. celui qui avait C'est mis le Condit contre Carlos Condit. Je demande si c'est ah pas contre ouais. lui. C'était la Ah décision, c'était ouais, ouais, possible? Nick Diaz contre Carlos Condit, c'était une décision qui avait déçu quasi la terre entière parce qu'on s'attendait à une grosse guerre. Et puis Carlos Condit est venu avec une vraie stratégie En de reculant et travailler tout. en reculant. Ouais. Et Et effectivement, la vision Diaz, c'est bah, comme c'est moi tu qui mènes, attaque, ouais, c'est ça, ouais, je gagne. tu mènes, Ouais. et il avait perdu, et les indications du dernier round, c'était ouais, c'est bon, tu l'as, tu vois, ton round, c'est toi qui prends les rounds, tu vois. Mhm. Et derrière l'écran, bah, moi je me rappelle, je disais, putain, mais c'est pas, comment ça, il a ses rounds, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. Ouais. Et donc le dernier round, je crois qu'il avait levé le pied, ce qui était une énorme erreur. Et Mhm. ça peut l'être aussi sur tu perds tes 2 rounds, il te faut absolument le troisième, il faut que et le gars va prendre trop de prise de risque alors et on l'a régulièrement, hein, des combats comme ça, hein. Ah oui, bien sûr. Il y en C'est avait un il y a pas longtemps, non? Ah bah tiens, heu, la clé de talent. ah oui, oui. Il y a pas, c'était il y a un petit temps quand même, mais c'est vrai que ça arrive Ouais, enfin, souvent et ouais, ça change tout en compa co fait. ouais, ouais. Que tu rentres dans un combat en disant, que tu rentres dans un dernier round en te disant, même si je le perds, je gagne le combat. Je dois le prendre pour gagner le combat ou je dois finaliser mon adversaire pour gagner le Pour combat. gagner le combat, c'est C'est complètement 3 différent. approches complètement différentes et en fait, si cette instruction est mauvaise, ça peut changer ta Mmh. carrière. Et on Et était tous tombés entre guillemets sur Fernand parce que pour nous on avait le Cyril qui menait sur la scorecard. Il attaque cette clé de talon parce que du côté de Fernand il pensait qu'il était à en 3-1. retard sur la corde, ouais, Mmh. en retard, et il perd ce round et il perd son. Et donc Mais c'est on doit ouais, souligner parce que les gens l'oublient, on est tombé sur Fernand à cause de ça, alors un des 3 juges était d'accord avec Fernand. Un des ouais, 3 ouais, ouais. juges avait le 3-1 Donc et donc, on est bien sur selon l'angle de l'angle, vue. Ouais, voilà, on est selon bien l'angle de sur l'angle de Fernand vue. et voilà, c'est Et ça donc exactement. ça en devient extrêmement compliqué pour un coach de pouvoir scorer et donner les indications. Et c'est peut-être effectivement une approche à avoir en tête Ben moi, c'est ce que j'avais dans le tweeté coaching. après le combat, j'avais tweeté, voilà, si tu as le luxe de pouvoir avoir un certain nombre de personnes dans ton coin, avec des rôles bien définis, c'est intéressant de se dire: «OK, bon, ben par exemple, je prends 3 gars. Sur les 3 Mm. gars, il y en a 2 qui sont concentrés sur le coaching. Bah, ton coach principal et voilà, si tu as un game plan autour du grappling, tu peux prendre une ceinture noire ou quoi avec qui s'occupe de ton sol. Et une troisième personne qui connaît très bien les critères et qui vient Mm. dans le coin juste pour regarder le combat et juger. Mais Et on a le encore, gars doit nuancer, c'est ça. Le gars doit dire, OK, celui-là, sûr et certain, on l'a. Celui-là, sûr et certain, on l'a pas. Ou bien, ah, celui-là, il est dans la balance.
Et Mais encore une fois, c'est un point de vue. Il était question à un moment donné que le scoring soit révélé à la fin de chaque round, tu vois. open scoring, moi je sais pas si je suis pour. Ça, ce serait un débat. Je sais pas du Ce tout. sera un J'y ai débat. jamais trop réfléchi. Quand tu mets dans les autres sports, le score il y est, tu vois. Tu Ouais. marques un but, c'est écrit en gros, il n'y a pas d'erreur possible. Non, c'est clair. Tu vois Mais, ce que mais je veux dire? Au tennis, c'est pareil. ouais, Dans tous les je, sports de combat, tu as les points. Tu peux regarder où est-ce que tu en es, rattraper, pas rattraper. on va garder le point parce que Mhm. c'est une vidéo que je vais faire depuis un petit temps. Et alors, ça pourrait être un genre de double sujet, tu vois. Est-ce que l'open scoring, on est pour ou contre et on exprime nos opinions. Et il y a vraiment, est-ce que on devrait changer les règles MMA, genre du sport, et ou est-ce qu'on doit changer les règles du scoring selon nous? Parce qu'il y a beaucoup de Mm, gens qui disent ouais, on doit changer les règles du scoring pour que ça reflète plus un combat, bagarre, etc. Il y en a qui sont contre ça et je pense que c'est un débat qui serait très intéressant à avoir en étant préparé. On pourrait faire ça avec Ouais, je pense que Altric, on pourrait faire ça à 3. Je pense que ça pourrait être intéressant. ça pourrait être très intéressant, je pense. Eh ben, Il y a dites-le pas nous en mal de choses. commentaire si ça vous intéresse. Bon, avançons. Toi, tu avais retenu le combat de Khalil Rountree. Tu aimerais le voir contre un top 10 pour sa Je... prochaine échéance. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a Euh, il y a pas mal de combats à faire. Moi, j'ai kiffé. J'aime beaucoup. Comment dire ça? Je trouve qu'il y a un petit peu de John Jones dans son intention. Tu vois? Ah ouais, dans son intention, grave. Grave, grave, grave. Pas que sur ses sidekicks, mais tu vois, sur les limites de ce qui est Ouais. autorisé ou pas autorisé, Mhm. sur sa volonté à jouer avec les règles établies et jouer avec les règles entre guillemets du combat établi. Et donc bon bah voilà, hein, il avait détruit un genou c'est Modesta, je pense Modestas, ouais. sur des sidekicks extrêmement, enfin sur des stop kicks dans les genoux extrêmement violents. Et là, son approche d'arriver avec des hammer fists, donc les coups de poing marteau en garde ouverte, ça j'ai kiffé quoi. Je kiffe parce que Ouais, c'est et contre ça va pas Robertson, faire il a fait les soccer kicks aussi, non? dans le corps, ouais, ouais, ouais. Oh là là, c'était. Ah, mais tu vois, au final, c'est alors que moi personnellement, je suis très tourné autour de la règle, de la loi, tu vois. Hmm. Et mais ce genre de truc, quand Ouais. t'es à la limite comme ça, ouais, j'adore, je kiffe. Brian, ne fais pas ton Dustin Poirier. Ne fais pas ton Dustin Poirier. Je sais que tu as un petit côté vicieux en toi. Est-ce que je peux te griller publiquement? Parce que Non, j'ai- non, non. De quoi? là, il y avait une phrase que tu m'avais dite, et je crois, bah, elle est marrante, hein. Je la couperai au montage si tu veux pas que je la laisse, mais Ouais, ça va. je crois qu'après un combat, tu m'avais dit quelque chose. Alors, je déforme peut-être un peu, mais l'idée que j'ai compris, c'était ça, je pense que c'était après Liam Gittins. Après ta Ouais, victoire contre Liam Gittins, tu étais un peu dégoûté que Rich Mitchell se soit interposé parce que tu avais une droite qui allait plein pot dans son pif ouais. alors qu'il était semi-out et Liam Gittins, après le combat, il a un peu râlé sur l'arrêt de l'arbitre. Mm, mm, Et mm. tu avais dit, c'est pas tous les jours qu'on est légalement autorisé à frapper quelqu'un pleine poire. Et donc, tu aurais bien voulu que cette dernière, elle passe, tu vois. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Donc, il y a ce petit côté-là chez toi. Ouais, il doit y avoir des restes, si on va en psychanalyse, tu sais, entre ce que t'es autorisé par la loi, par la société à faire. Mais en tout cas, voilà, Rallye Roundtree, j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il a pas sa place. Là, il était 13, tu Attends, vois. 13. Ouais, Et je 13. pense qu'il va monter dans le classement. Il doit monter dans le classement et j'aimerais bien le voir. Il y a plein de profils que je trouve beaucoup moins intéressants hein, chez les light heavyweight. Et je pense que c'est un gars qui doit être dans le top 10, qui va rester dans le top 10 et qui va faire peur aussi, tu vois. Euh, Alors, juste, j'ai cadré ta discussion parce que j'ai une question qui m'est très intéressante par rapport à ce que tu dis sur Rountree. Donc, juste pour recadrer, donc Khalil Rountree, c'est quand même celui qui a mis un KO à Gokhan Saki debout en MMA. Ça, mhm. on va le notifier. Et pour le moment, il est sur 4 victoires d'affilée, dont 3 finishes. Ouais. Donc, il est sur une bonne série. Là, il est 13e au ranking des light heavyweight. Devant lui, il y a Dominique Reyes, Azamat Murzakanov, Ryan Spann, Volkanos Demir,
Anthony Smith, et on va s'arrêter à Johnny Walker qui l'avait finalisé. Que Johnny Walker avait gagné contre Khalil Rountree. Face à C'était qui quelle tu année aimes? ça contre Johnny Walker? C'était juste après. Avant C'est SVG? juste après qu'il ait gagné contre Gokhan Saki, donc c'était en 2018. Donc c'était avant que Johnny Walker ne rejoigne le SBG. Ouais. Mais tu vois, tous ces gars, Mouzarkanov, je le connais pas bien. Mais tu vois, pour moi, Dominique Reyes, il va le passer. Ozdemir, il va le passer. Ce serait un chouette Euh, S- combat, Ozdemir. Smith, il va le passer. Johnny Walker, s'il refait la prestation qu'il a fait dernièrement, pour moi, il va le passer aussi, tu vois. Je le Mhm. vois, enfin, c'est vraiment des combats qui m'intéressent, tu vois. Je Mhm. vois difficilement après top 5, ça commence, commence à être sérieux, tu vois, mais Ouais, contre un Nikita Krylov. Ah ben ouais, non, tu il est vois. 6. Il est Hein? 6. Nikita Krylov, il est pas top 5, c'est pour ça. Mais Ouais, je le peut-être vois vraiment Rakic. monter. Contre Rakic, il y a peut-être moyen. Ce Ouais, serait ouais, un chouette combat debout d'ailleurs. ouais. Mais je le vois monter. Je pense il doit faire ses preuves. Je pense il y a de quoi en tout cas faire des gros combats dans le top 5 et le top 10. T'as quand même pas mal d'anciens top 5 qui sont en train de descendre, tu vois. Hmm. Euh, et je pense qu'il doit un peu faire ses armes sur eux, tu vois. Ouais. Euh, et puis si tu regardes, j'ai l'impression que l'UFC elle kiffe ce profil-là et que Mhm. sur ces 4 dernières victoires, c'était pas du top, tu vois. Je pense qu'il a été favori sur chaque ou quoi. Ouais, c'est Ouais, possible. Après, favori. voilà, quand il a pris Bukauskas, il Ah était sur non. 2 défaites de suite. Il était à 1-3 sur ses 4 derniers combats. Donc, je sais pas si, aux yeux des oddmakers, il était favori réellement dans ce combat. Mais Hmm. clairement, maintenant, quand tu regardes ces 4 derniers, ouais, tu te dis qu'il devait être favori. Mais ouais, en tout cas, la division light heavyweight, c'est clair qu'elle a besoin de 109 dans le top et principalement de 109 avec un profil excitant à regarder. Et pour la Hmm, hmm, peine, hmm. Khalil Rountree, on va pas se mentir, il est plutôt divertissant dans le genre. Ah ouais. Et en fait, quand tu regardes tous les noms que j'ai cités, voilà, je pense que tu mets un Khalil contre un Ryan Spann, contre un Özdemir, Hmm. contre un Johnny Walker ou contre un Krylov ou contre un Rakic, ça va donner un combat qui sera divertissant. Ouais, je pense que là, il va arriver vraiment dans sa meilleure période, tu vois. Hmm. 33 ans. Je crois que ça fait combien de temps? 12 ans qu'il pratique. Il a commencé il y a Son premier dix combat douze professionnel était en 2014. Donc là, on est sur du donc 7 9 ans, ans. mais hein? On est en 2023, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc on est sur 9 ans et c'est un gars qui a commencé assez tôt, j'imagine. Il a pas fait de oh, Amateur. Ah, si, 2011. hein. Donc 12 ans, tu vois, ça fait 12 Ouais, ans. Donc amateur 12 12 ans. ans, donc là, dans les 2-3 prochaines années, ça va être vraiment là où il va avoir le plus d'expérience, qui sera pas non plus encore sur une baisse de motivation. Donc là, Hmm. je pense que ça va être le moment où les 2-3 prochaines années, on va le voir dans le top et on va avoir des belles choses, des Et puis, très belles choses. il y a aussi un petit côté inspirant chez lui, hein. C'est un ancien bien gros. Et Ouais, ça ouais, ouais. paraît con, mais voilà, c'est le genre de petit truc que tu peux communiquer et qui pourrait être inspirant pour les personnes en mauvaise santé, tout simplement. Ouais, et c'est vendeur, c'est vendeur. Très Mhm. vendeur. Tu as le storytelling qui est déjà là. Tu as la violence Tu vois, il vient de gagner par KO, c'était absolument magnifique. Et puis, techniquement, il est assez novateur Ouais. et en même temps assez entre guillemets traditionnel dans le sens où il arrivait sa petite esquive là, le slip sur le bras arrière de son adversaire, c'était splendide et cette gauche bien dans l'axe en garde ouverte, c'était magnifique, tu vois. Ouais, Et donc il y a il a fait un camp avant son combat contre Eric Anders où il est parti full en Thaïlande et ça s'est Mhm. ressenti dans son style. Et donc contre Eric Anders, il avait vraiment un mode MMA Muay Thai et puis ça a évolué depuis et ça donne quelque chose de, comme tu dis, tu sens les fondamentaux et tu sens qu'il y a un côté un peu innovateur et ça c'est intéressant à voir. Ouais, ouais. Donc je pense qu'il faudra avoir un œil sur lui.
Je pense qu'il faudra avoir un œil sur lui. Faudra pas se faire avoir avec sa moustache t'as l'impression que c'est un ancien comme ça. Je pense que les prochaines années, il va rentrer dans le top 5. Alors, est-ce qu'il va devenir champion? Je pense pas, mais bon, en même temps, dans cette KT, qui aurait dit que Jamal Ali il allait devenir champion, tu C'est vois, vrai, c'est vrai. c'est enfin voilà, tu vois. Ouais, Mais je pense qu'il va nous proposer des belles oppositions de style, quoi. ouais. Déjà sur son run, je pense qu'il va monter, faire des gros combats, des belles victoires. Et puis quand il sera dans le top 5, il sera pas forcément favori, mais je pense qu'on aura des oppositions qui vont nous plaire, tu vois. Ouais, bah, Alex Pereira, hein, enfin, je vais me faire Oh, allumer pour ça, mais il a battu Gokhan Saki, donc tu as ce petit, tu vois, ce petit élément marketing que tu peux utiliser, ouais, tu vois. ouais, tout Kalin à fait. Rountree a battu Gokhan Saki dans la cage, pourquoi il le ferait pas contre Alex Pereira? Alors, on peut pas comparer évidemment le sérieux, Mm. enfin à quel point Alex prend sa carrière au sérieux en MMA par rapport à Saki, mais cela n'empêche que d'un point de vue marketing, on sait comment ça peut être utilisé. Bah, tant qu'on fait le tour de la carte, je sais pas si toi tu as regardé d'autres trucs, il y a eu un petit twister dans la carte préliminaire, donc petit clin d'œil, Qui, hein, c'est oh qui petit, était ouais, enfin voilà, assez costaud. Ah putain, qui a comment été j'aurais pas. fait. C'est peut-être le twister le moins technique parmi les trois qui ont eu lieu à l'UFC. Donc pour rappel, c'est Corinne Zombie qui a ouvert la porte au twister à l'UFC. Ça a été suivi par Bryce Mitchell et celui-ci a été peut-être réalisé avec un peu plus de physique pour le finaliser que les deux précédents. Mais très très beau à voir. Terence McKinney qui revient dans la colonne des victoires, c'est chouette à voir parce que sur son dernier combat, il y avait un peu de controverse. Et j'ai bien aimé ce qu'a fait l'adversaire de Francis Marshall pour finaliser le combat. Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà de regarder celui-là, mais Non, là c'était le prochain. J'ai juste ah vu le pardon. résultat. Ah non, Ah non, ok, t'avais vu le résultat. j'avais vu le résultat. C'était le prochain que je comptais regarder. J'allais regarder un petit peu, mais assez étonné de la défaite de De Marshall, tu Francis. vois. Ouais. Je le voyais prendre. Moi, il me manque celui-là que je veux regarder, et puis Cub Swanson que j'ai pas encore regardé. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, il y a une extrêmement belle séquence j'ai pas trop de spoiler, mais il y a un moment où Cub Swanson prend le dos et la façon dont il le fait, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ouais, C'était je vais regarder ça, je vais regarder ça. Mais ça fait exceptionnel. partie Donc, là, des combats que j'avais prévu de me regarder ok. Si tu là sais maintenant. m'expliquer comment il fait, je suis preneur. Je pense que ça ferait une bonne vidéo. Cette prise de dos est incroyable. Ok, ok. J'ai hâte de voir parce que Hakim, je t'en ai déjà parlé, hein, Mhm. et il y en a, on en a reparlé hein, dernièrement de Hakim Dawoudji, non? Ouais, bah en fait, c'est quoi? Sur, On est en épisode roue libre, donc on peut en discuter. Donc, la raison pour laquelle tu avais parlé de Hakim Dawoodou, c'était non, mais suite à Grand Islava. C'était par rapport ouais, bien à. sûr. Voilà. Mais il y en a pas, il y a pas mal de monde qu'on a reparlé sur les réseaux aussi, Ah, les ok, réseaux pour ça. sociaux de Dawoudji, hein, Mhm. qu'il avait du potentiel, etc. Donc, j'ai hâte de regarder comment il a fait pour perdre ce combat-là. Bah, en fait, c'est ce qu'on lui reproche, hein. Je pense que Hakim Dawoodou, en termes de compétences et d'athlétisme, il a tout ce qu'il faut. Mm. Mais c'est au niveau du fight IQ qui a un souci. Il n'arrive pas à délivrer ce qu'il devrait délivrer dans la cage parce que, voilà, Cub Swanson, tout le respect que j'ai pour lui, ça reste enfin, tu vois, ça reste un vétéran en fin de carrière. Et comme tu disais RDA tout à l'heure, c'est typiquement le genre de profil, tu le passes, c'est que tu as une suite dans ta carrière, tu le passes pas, c'est que Ah, bah voilà, voilà. Mm, mm, mm. tu restes en dehors des portes du top 15. Et Hakim, pour moi, quand tu le regardes combattre, et surtout dans ses beaux combats, tu te dis, bah ouais, le mec, il a de quoi faire une belle carrière. Et en fait, il a trop de mauvais résultats, tu vois. Il a pas assez de régularité dans sa carrière. Je vais un peu regarder, mais c'est Mais c'est quoi c'est son. clairement ce combat-là, je pense que c'est clairement ça. Donc on a un Daoudi qui pourrait être promis un bel avenir. L'UFC se dit ok, on va le mettre contre un gars qui est un peu plus connu. Si il reste comme il est, s'il évolue pas, ben il va pas le passer et puis ben il restera en bas, tu vois, parce qu'il a pas le fight IQ. Mais s'il vient avec une stratégie adaptée, il le passera.
Et on a des combats comme ça où le combattant, on s'attend à ce que ce soit par exemple un striker, il va faire face aussi à un striker, mais son chemin pour la victoire, ça va être de la lutte, on va dire. Mhm. Et s'il passe ce test, entre guillemets, eh bien, tu sais que derrière, il est capable d'aller plus loin, quoi. On l'a Il est. régulièrement. Si vous êtes attentif à ça, vous allez voir qu'il y a régulièrement des combats comme ça, de gars un peu talentueux. Là, je pense par exemple à, il a eu son combat annulé, Yann Gary, là. Ouais, ce sera contre Neil Magny finalement. Ouais, Il mais perd pour un moi, ça, Neil, c'est il des prend combats. un autre. Pour moi, ça, c'est des combats un peu test comme ça, tu vois. Mhm. Neil Ouais. Magny, il y a des vrais chemins pour la victoire pour Yann Gary. Mais par contre, s'il commence à jouer ou à se laisser mettre au sol ou des trucs comme ça risque d'être Mhm. compliqué, tu vois. Ouais. Je vais finir sur une question pour toi. Hmm. Par rapport à Hakim Dawoudou, il est au SBG, hein? Ah non, il y est plus, je crois, hein. Je l'ai Ah, il y est plus. Non, non, j'ai plus revu depuis Ouais. longtemps. Dis-moi, Alors, c'était. non, parce que j'allais te demander si tu le voyais signer au PFL. Parce qu'en gros, il est à 1-3 sur ses 4 derniers combats. Ses 6 derniers combats, c'est une victoire à la décision partagée, une victoire à la décision partagée, une défaite contre Evloev à la décision, une victoire à la décision contre Trizano et 2 défaites à la décision contre Erosa et Swanson, dont un manquement de la pesée contre Erosa. C'est typiquement le cut qui est au bout du nez là, ou bien C'est la 2 non. kilos en plus, hein. Il a raté Ouais, ouais. 2 kilos, quoi. Donc là, il est vraiment, il n'a pas beaucoup d'arguments pour renégocier avec l'UFC. Et donc, c'est typiquement le genre de profil que je vois partir au PFL. Je sais pas ce que tu en penses. Mhm. Ah ouais, hein, clairement, c'est un gars qui peut, là, pourrait se faire cut. C'est à quel. À 65 featherweight. Parce que ouais, s'il était chez John Kavanagh, j'aurais dit bon ben ça y est, tu vois, il part au PFL. Euh, tu sais, les voies de l'UFC sont impénétrables, on va dire. Tu sais jamais prévoir à l'avance, tu vois. Ils vont peut-être se dire, bon, on le garde pour faire monter d'autres 66. C'est un bon test pour les nouveaux venus, tu vois. Ouais, Là, pour moi, ils l'ont mis sur un combat un peu de test pour voir s'il avait un vrai avenir, tu vois, parce qu'il a fait quand même un beau run au début, tu vois. ouais, au début, bien sûr, ouais. Donc, il risque d'avoir un ou deux combats, mais c'est lui qui va être le gatekeeper de l'UFC, tu vois, avec des Mhm. nouveaux 66 qui débarquent. Et, euh, et s'il perd à nouveau contre un gars qui vient de débarquer, il se fera cutter. Moi, je le vois comme ça, hein. Je sais pas où il est dans son contrat, mais je pense qu'on va le revoir encore une fois ou deux. Et puis Ouais. après, bye bye, tu vois. Parce que lui, c'est clairement un test. T'arrives à l'UFC, t'as un gros striker. Si tu fais la guerre avec lui, si t'es pas intelligent, tu perds, tu vois. Ouais, ouais. Et Ouais, c'est si vrai. t'es intelligent, tu passes. C'est dans l'intérêt de l'UFC de le garder justement avec ce rôle, ce Ouais, ouais, rôle-là. ouais. C'est que l'UFC a besoin ça paraît bête puisqu'on en parle tout le temps, c'est l'UFC te fait croire que tout le monde doit être sur un run pour le titre, mais la réalité c'est que l'UFC a besoin de différents rôles dans chacune des Ah divisions, oui. gatekeeper top 10, gatekeeper top 15, test est-ce que tu as le niveau pour être à l'UFC. Mhm. Et c'est vrai que ouais, c'est bien vu. Ok. Ouais, donc je pense. Après, clairement, s'il est en fin de contrat et qu'il est free agent, je pense que c'est un profil, le PFL va vouloir signer, hein, de toute façon, ce type de profil. Moi, je Bah, suis. il vient de là. Enfin, il vient du WSOS. 1, 2, 3, WSOF, qui a été Ouais. racheté ou Mhm. renommé en PFL. Mhm. Et donc, ça pourrait être intéressant pour eux de le récupérer, puisque je crois qu'il était à 7-0 ou 8-0, quasi tous ses combats au WSOF avant de Ouais, signer ouais. à l'UFC. Non, non, ça reste un chouette profil. Ça reste un chouette Mhm. profil. C'est un peu comme. Mais voilà, tu vois, Shane Burgos, il a signé. Pour moi, c'est un peu le même. Enfin, non, Shane Burgos, je le vois un meilleur, tu vois. Ouais, Mais moi c'est aussi. c'est le genre de combattant, physiquement, ils sont beaux, enfin beaux, tu vois, physiquement, hein. Mhm. Ils vendent bien physiquement, ils sont assez généreux dans la cage, donc ils viennent pour se battre et tout. Ils sont pas des plus intelligents, donc tu vois, comme Dans un la cage. combat que tu sais que tu vas gagner en mettant au sol, Mhm. eh bien, c'est des conditions pour devenir champion, mais des fois, les organisations, c'est pas des conditions qui sont très vendeurs, tu vois. Donc C'est il faut des clair. combattants comme ça, et je pense que l'UFC va le garder. Je, Mhm. au moins pour un ou deux combats, ça serait trop bête pour l'UFC de le voir partir, quoi.
en tout Surtout, cas. ouais, bon, ça c'est une toute autre discussion et un débat qu'on aura peut-être plus tard, mais c'est pas le moment pour l'UFC de laisser partir des profils potentiellement intéressants ou des profils tout court. Ouais, enfin bon, Parce que, des fois, tu vois, Fernand, il dit souvent comme ça que dans les King Energy, que l'UFC, ils font des réunions, ils sont super intelligents. La stratégie, c'est un autre monde, c'est une dimension. Quand je vois le combat qu'ils viennent d'annoncer pour l'UFC Paris, tu vois, et qu'ils ont fait, et à un moment donné, tu dis, les gars, vous, vous, foutez vous avez rien compris, vous, quoi, tu vois. c'est clair. Euh, il y a, je sais pas. Je pense qu'effectivement, ils sont très intelligents, mais sur une généralité, tu vois. Mhm, L'ensemble, leur système est intelligent, mais à l'intérieur des décisions, il y a des petites décisions, des fois, où je pense qu'ils sont à côté de la plaque, clairement. mhm. Et Toutes leurs ça, décisions sont pas réfléchies à 100% et ils ont la chance d'avoir un système général qui leur permet d'absorber les petites erreurs, tu vois. c'est exactement ça. J'en avais parlé avec Aldric, je pense, dans notre question-réponse. L'UFC, sur les grandes décisions, ils font des excellents choix. Mm, mm, mm. Historiquement, c'est grâce à ça qu'ils sont large numéro un. Mais c'est vrai que je devrais nuancer en disant que de temps en temps, il y a des petites décisions qui sont pas spécialement judicieuses. Et le cumul de petites mauvaises décisions peuvent un jour t'amener à un impact négatif assez conséquent. Et donc, on est peut-être dans cette phase-là où ils vont devoir mettre l'accent sur également réussir les bonnes petites décisions. Parce que c'est pas, à un moment, les grosses bonnes décisions ne vont plus les sauver. Mais bon, on va Ouais, peut-être garder clairement. ça pour un autre moment. Mm. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter ou notre petite roue libre était assez sympa pour le dimanche là? Ouais, bah écoute, moi c'est bon, j'ai fait le tour Ça va. et c'était chouette, chouette petite discussion avec toi autour de ce combat qui restera peut-être pas dans nos mémoires, mais Probablement pas. Probablement pas. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Pour ceux qui ont suivi jusque-là, bah, du coup, ça sert à rien de rappeler abonnez-vous, commentez et likez parce que tous ceux qui sont encore ici l'ont déjà fait. J'ai ouais. confiance en vous, les gars. Brian, un tout grand merci Merci et à toi, Chris. on s'entend mardi. Ciao, ciao, à mardi.